Mon nom est John McAllister. Je suis dans le mercenariat depuis plus longtemps que vous ne pourriez l'imaginer. J'ai tout connu et tout vécu. Celle-là, c'était pour Kennedy. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que je fais sur YouTube? J'ai pour but de laisser une trace de toutes les plus grandes conspirations de ce monde. C'est donc le but de ce vidéogramme. On va commencer par Iran-Contra. En novembre 1986, une affaire éclate dans le monde entier. Comme un coup de tonnerre, le président Ronald Reagan se retrouve suspect d'un des plus grands complots du XXe siècle. Les États-Unis ont vendu des armes à l'Iran dans l'illégalité la plus totale. Entre lutte contre l'Union soviétique et collaboration avec un État complice de terrorisme, on va passer en revue Iran-Contra. Bienvenue dans Complot. Chapitre 1. Les protagonistes. Ce complot fait intervenir plusieurs États ou institutions, du pays de l'oncle Sam à celui de Herzog. On va les passer en revue pour que tout soit le plus clair possible. Premièrement, les États-Unis, leur rôle dans cette affaire. C'est tout simplement eux qui ont vendu les armes à l'Iran, les principaux coupables. Ensuite, on a le Nicaragua. Précision, pas le Nicaragua, mais les Contras. Les Contras étaient des groupes armés révolutionnaires en opposition au gouvernement sandiniste, un gouvernement de gauche socialiste. Les Contras sont opposés à la collectivisation des terres ainsi qu'au rapprochement du Nicaragua avec l'Union soviétique. Leur rôle dans l'affaire, ils récupèrent tout simplement une partie des bénéfices du trafic d'armes entre les États-Unis et l'Iran. Pourquoi? On verra ça juste après. L'Iran. Ah, l'Iran, une république islamiste. Les États-Unis ont collaboré avec un État totalement contre le mode de vie américain. Ils se sont pas tiré une balle dans le pied, mais une balle dans le crâne. Leur rôle dans l'affaire, acheter des armes aux États-Unis. Enfin, Israël. Il joue le rôle d'intermédiaire pour blanchir les transactions. On en reparlera après. Pour récapituler, on a les États-Unis qui vendent des armes à l'Iran par l'intermédiaire d'Israël pour financer un groupe anticommuniste au Nicaragua nommé les Contras. Chapitre 2. La polémique, ou pourquoi cette affaire a-t-elle fait autant de bruit? C'est vrai, les États-Unis qui vendent des armes, c'est pas un cas à part. Alors pourquoi dans ce cas-là, ça fait autant de bruit? Je vais vous expliquer. L'Iran était depuis les années 50 très proche des États-Unis. Le Tchad durcit fortement son régime dans les années 70, à tel point que cela conduit en janvier 1979 à la révolution islamiste. La monarchie en place est renversée, créant la République islamiste d'Iran. Et c'est un certain Khomeini qui prend le pouvoir. TF1 Actualité avec Dominique Baudis. Iran, la capitale sous le contrôle des partisans de l'ayatollah Khomeini. Le premier ministre Chapour Bakhtiar se serait suicidé. Les États-Unis étaient à cette époque les plus grands vendeurs d'armes à l'Iran. Alors les relations États-Unis-Iran avaient déjà diminué pendant la fin du règne du Shah pour de multiples raisons. Mais c'est lorsque l'ayatollah Khomeini prend le pouvoir, après la révolution islamique, que les relations États-Unis-Iran s'effondrent. En novembre 1979, quelques centaines d'étudiants forcent le passage de l'ambassade des États-Unis à Téhéran, car les autorités iraniennes soupçonnent les États-Unis d'espionnage. 52 diplomates et civils américains seront retenus en otage pendant plus de 400 jours. Suite à cette prise d'otage, le président américain James Carter impose un embargo sur la vente d'armes en Iran. Notre position doit être claire, dit le président américain. J'ai donné l'ordre qu'on cesse toute importation de pétrole d'Iran, ainsi que toute livraison de produits pétroliers à ce pays. On pourrait aussi parler de l'opération Staunch, qui avait pour but de dissuader les alliés américains de vendre des armes américaines à l'Iran. Mais on ne va pas le faire, la vidéo en devient trop ironique.
Pour récapituler, on a un État devenu complètement hostile au mode de vie américain, une prise d'otage à l'ambassade des États-Unis, et le dirigeant de l'Iran qui dit vouloir poursuivre la révolution islamique en renversant les gouvernements du Golfe Persique, notamment l'Irak. De plus, lorsque Reagan prend le pouvoir en 1981, il jure de continuer la politique de Carter à propos de l'Iran, donc de ne pas leur vendre d'armes. C'est pourquoi cette affaire fut une putain d'explosion à sa révélation. L'oncle Sam qui pactise avec le diable. Le New York Times a dû s'en lécher les doigts, mon pote. Chapitre 3. La vente. Entre 83 et 84, 7 otages américains sont faits par le Hezbollah au Liban. Les États-Unis disent ne pas vouloir payer la rançon pour libérer les otages. Le conseiller à la sécurité nationale, Robert McFarlane, qui souhaite ramener l'influence américaine au Moyen-Orient, va en profiter pour concocter un plan. Vendre des armes à l'Iran qui en a bien besoin dans un contexte de guerre contre l'Irak en échange d'otages. Le président Reagan approuve. Les transactions commencent au mois d'août 1985 avec l'intermédiaire du gouvernement d'Israël et de Manoucher Ghorbanifar, un ami du premier ministre iranien. Malheureusement, seul un otage sera libéré. Le lieutenant-colonel Oliver North, un membre du Conseil de sécurité nationale, va complètement changer les plans. Désormais, les armes seront vendues directement à l'Iran sans intermédiaire. Les sommes récoltées par la vente d'armes seront investies dans un fonds secret. L'argent récolté sert à financer les contrats. Vous savez, les mecs dont j'ai parlé tout à l'heure. À l'origine, les contrats étaient financés de manière légale. Fin octobre 1980, le président Jimmy Carter autorise la création d'un programme secret de la CIA en soutien des contrats. Et ce programme secret coûte très cher. Et lorsque le Congrès américain fait pression sur le gouvernement, l'aide des États-Unis au contrat n'est plus officielle, ce qui conduit à un soutien clandestin. Et ce soutien clandestin trouve sa source dans les transactions d'armes entre l'Iran et les États-Unis. Il faut aussi savoir que les contrats étaient impliqués dans plusieurs affaires de torture et d'assassinat. Bref, les nouveaux termes de cette vente seront approuvés par John Poindexter, le remplaçant de McFarlane qui a démissionné sans consulter le président. Les États-Unis continuent d'envoyer massivement des armes à l'Iran jusqu'en 86. Des missiles anti-chars BGM-71 TOW seront vendus à l'Iran. Au total, 2416 missiles anti-chars TOW sont vendus à l'Iran et 18 missiles anti-aériens Hawk. 2 autres otages seront libérés plus tard par l'Iran, mais 3 autres otages américains seront faits, ce qui revient donc à un résultat nul. Les États-Unis auront en tout vendu 2434 armes et beaucoup de pièces de rechange et auront négocié avec des groupes modérés mais aussi avec des factions engagées contre le terrorisme. Pour récapituler, on a les États-Unis qui décident de vendre des armes à l'Iran par l'intermédiaire d'Israël pour soi-disant faire libérer des otages au Liban et établir un dialogue avec l'Iran. Les termes de la vente changeront lorsque le gouvernement américain décidera de financer les contrats pour contrer l'expansion de l'URSS grâce aux recettes de ce trafic d'armes. Chapitre 4. La révélation. Le 3 novembre 1986, l'affaire est révélée au grand jour par Mehdi Hachemi, un officier supérieur des gardiens de la révolution islamique. Le gouvernement iranien confirme ces révélations et le 13 novembre, le président Reagan s'exprime depuis la table ovale au monde entier. Il déclare « Le but était d'envoyer un signal que les États-Unis étaient prêts à remplacer l'animosité entre les deux pays par une nouvelle relation. » Lorsque l'affaire est révélée, le président Reagan voit sa popularité en chute libre, mais survivra à cette affaire étant donné que nous ne savons pas réellement son degré d'implication. La commission Tower, un conseil spécial pour étudier l'affaire créé par le président lui-même, explique dans son rapport que le président ignorait réellement l'étendue de l'affaire, notamment le financement des contrats. Forcément, au moment de la révélation, la plupart des preuves ont été détruites. Oliver North affirme que Reagan était bien plus au courant des agissements qu'il ne le laisse penser. Marionnette ou réel acteur de cette affaire, on ne sait pas trop. Quoi qu'il en soit, il a clairement et en pleine conscience négocié avec l'État iranien. État soutenant le terrorisme, alors même que le gouvernement tannait les alliés pour ne pas vendre d'armes à l'Iran. Ah oui, il y a aussi un truc drôle. Les États-Unis vendaient aussi des armes à l'Irak pendant la guerre Irak-Iran. Ils finançaient donc la guerre et pas juste un camp. Surprenant.
Oliver North, McFarlane, Poindexter, tous les gros poissons de l'affaire ont été acquittés, pardonnés par le président Bush qui suit Reagan ou immunisés par leurs témoignages. Voilà pour ce premier épisode de Complot. À l'heure où je vous parle, les plus grands États sont sûrement en train de comploter pour leur intérêt. Certaines affaires éclateront, d'autres resteront secrètes à tout jamais. Moi, je sais tout, mais vous, on se retrouve bientôt.